Du coup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouveau podcast. Aujourd'hui, du coup, on est avec Hugo. Hugo, vous avez déjà sûrement dû voir, soit du coup dans des vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne principale ou autre. Première fois que du coup tu es sur la chaîne de podcast. Bah, écoute, très content de t'avoir. Je te laisse te présenter, me dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et même niveau achat en vente, tout en est rendu. Ok, et bah bonjour à tout le monde. Du coup, comme une petite partie, je pense me connaissent. Moi, c'est Hugo. J'ai 28 ans et du coup, maintenant, ça fait 4 ans que j'ai commencé de l'achat-revente. Depuis que j'ai commencé à aujourd'hui, ça a pas mal évolué. Donc maintenant, niveau achat-revente, je génère pas des chiffres énormes, mais pour le temps investi, ça reste totalement raisonnable. On va dire, je tourne aux alentours des 2000-2005 de CA par mois. Pour une marge à 60% à peu près, donc une très bonne marge, en vendant assez peu puisque je suis vraiment que sur les marchés oubliés à 90% de mon stock, et un petit pourcentage, le reste ça va être des vêtements que je récupère ou alors du fournisseur. Donc voilà, depuis vraiment 2 ans, c'est les marchés oubliés, c'est vraiment là que ça s'est bien développé, et là actuellement il y a des outils qui sortent, il y a vraiment des trucs intéressants pour vraiment développer cette activité, cette partie des marchés oubliés. Euh, et également, on va dire, maintenant ça fait quoi, un an à peu près, même pas, que je suis coach. Donc je coach dans la formation, dans l'accompagnement, pour du coup aider les membres à atteindre leurs objectifs. Et à côté, j'ai développé un outil qui s'appelle Resell Manager, et dont je suis assez fier et qui commence à plutôt bien marcher. J'ai des plutôt bons retours. Donc tout ça réuni, c'est plutôt cool. Et là, l'objectif à moyen terme et à court terme, c'est-à-dire que là, je vais partir en Malaisie pendant 3 mois, histoire de découvrir un peu le monde extérieur, tout en profitant du coup de ce travail-là, d'achat-revente, de coaching et de SaaS. L'objectif, c'est vraiment Ok, de pouvoir être libre géographiquement et donc d'avoir des activités qui tournent à côté. ok. Donc finalement, tout mis bout à bout, ça fait quand même pas mal d'activités entre du coup l'achat en vente, le coaching, toute la partie également avec ton SaaS, ça fait beaucoup de choses au final. Surtout que Ouais, là, du coup, enfin, tu travailles encore avec ton métier principal. c'est ça. Actuellement, ouais, j'ai encore mon CDI, donc je fais 37 heures semaine, Ok, plus l'achat-revente, les coachings et le SaaS. Donc ok, après, tout ce qui est achat-revente pur, Vinted, j'ai délégué toute la partie aller chercher les colis, prise des photos, partie traitement des articles et la vente. En fait, moi, je gère juste la partie achat et la mise en ligne. Donc, ce ok. qui me prend... Et donc du coup, en prenant toute la partie que tu as déléguée, donc tu viens de donner les tâches que tu as pu déléguer, tu es quand même à 60% de marge nette ou marge avant du coup URSAF. avant URSAF. Avant URSAF. Donc, Ok, je donc tourne aux marge alentours des commerciale 50. et après tu enlèves 12 et quelques pourcents C'est ça. avec l'URSSAF. Donc, je suis à grosso modo 50%. Ok, bah du coup ce qui est très bien quand tu prends toute la partie déléguée, donc au final tu dois avoir un bon taux horaire. T'as calculé un peu en termes de taux horaire, t'as combien? Juste sur l'achat-revente, j'ai fait. Ok, Pas, ouais, du coup pas t'as sur le combien à peu près reste. sur le champ? Mais sur l'achat-revente, le taux horaire, on va dire que je passe 2 heures par semaine entre les achats et les postes, vu que quasiment tout est automatisé, et je tourne à peu près à 50 euros net de l'heure. Ouais. Et puis en termes de panier moyen, vu que du coup qui disent les marchés oubliés, t'as un panier moyen qui tourne à combien à peu près? Dans les... Juste sur les marchés oubliés, je vais être dans les 80. Ok, parce que quand tu dis juste les marchés oubliés, t'as quoi d'autre? Tu disais 90% c'est marchés oubliés, le reste? Ouais, le reste, j'ai un contrat avec une boîte de nuit. Donc, entre Ok, guillemets, je récupère des vêtements qui sont oubliés, qui sont pas... Les gens sont pas venus les chercher depuis 6 mois. Et à partir de ce ok, moment-là, en fait, les vêtements n'appartiennent plus à personne. Et donc, moi, je vais les récupérer. Ça, j'ai un contrat gratuitement. En fait, je débarrasse la boîte de nuit. Et tout ça, c'est des vêtements qui vont moins marger. Donc, ça va être des vêtements que je vais revendre 20, 30, 40 euros. Voire des fois un peu plus sur certains modèles. J'ai déjà fait des bons coups. Des doudounes Ralph Lauren que j'ai revendu 70, 80 euros. Mais tout ça, je l'ai gratuitement. Donc, ça baisse un peu mon panier moyen. Parce que je fais beaucoup de ventes aux alentours de 15, 20, 30 euros. Donc, ça baisse un peu mon panier moyen. C'est pour ça que j'essaie de séparer la partie marchés oubliés de la partie le reste, on va dire. bah, c'est totalement atypique ça pour le coup avec la boîte de nuit. Ah ouais, 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 c'est un peu un effet. On va dire un effet papillon de ma jeunesse où j'allais pas mal en boîte de nuit et j'avais oublié une veste dans cette boîte de nuit. Ok, J'ai revu, dans mon travail de CDI, j'ai revu cette personne et en discutant, je lui dis, bah voilà, j'ai oublié ma veste.
Et puis on discute, elle me dit, bah écoute, je l'ai toujours, ça faisait 4 mois que je l'avais oublié, je crois. Elle me dit, bah je l'ai toujours, machin, et puis dans la discussion, j'en reviens à dire, mais qu'est-ce que t'en fais de toutes ces affaires oubliées? Parce que j'imagine que je suis pas le seul. Et elle me dit, bah soit on les jette, on les donne à des associations, parce que nous on peut pas les garder, parce que bah forcément c'est des vêtements qui nous appartiennent pas non plus, mais au bout de 6 mois ils appartiennent plus à personne. Donc soit on les jette, soit on les donne. Et moi je lui ai proposé, bah écoute, moi je te débarrasse de ces affaires-là, donc je viens tous les 3 4 mois à peu près récupérer ces fringues-là, je les trie. Donc il y en a une partie qui sont pas revendables ou utilisables, on va dire. Et cette autre partie, et bah du coup je les mets en vente. Mais ce qui peut représenter en termes de, enfin net, à peu près entre 500 et 1000 euros par tournée, on va dire. Ok, donc en gros, sur 3-4 mois, t'as 500 ou 1000 euros quasiment gratos, puisque du coup, bah, c'est que du bénéf, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu de traitement, un peu de choses comme ça, peut-être comme une commande fournisseur classique où je vais devoir laver les articles parce que forcément, c'est des fringues de boîte de nuit, donc bon, ils sont pas forcément bons, ils sont pas en super état. Mais en général, oui, de toute façon, tout est gratuit, donc c'est que du bénéf net. Ok, top. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, donc du coup, là, t'es encore en CDI, du coup, t'as plusieurs activités qu'on a évoquées juste avant. Là, du coup, l'objectif, c'est pouvoir vivre principalement de l'achat-revente, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, de cumuler le tout, de pas tout mettre dans le même panier non plus. Ok, L'objectif, là, c'est d'ici quelques mois quitter ce CDI et de vivre de l'achat-revente, des coachings et derrière de développer le SaaS pour avoir des revenus aussi conséquents pour développer d'autres projets derrière. ok. En soi, tu pourrais déjà, là. Là, oui, je pourrais actuellement déjà, mais il y a le confort bah, en fait, du CDI plus ses activités, ce qui fait que bah, Ok, j'ai des revenus assez conséquents pour réinjecter dans d'autres projets. bien sûr. Donc c'est ça tout l'intérêt. Et je pourrais le quitter, mais ce qui fait que je gagnerais en temps, mais je perdrais aussi en ressources, on va dire. Donc tant que ça, je peux combiner les deux, je le fais. Je sais qu'un jour, en termes de temps, en termes de, je pourrais plus suivre parce que là, en termes de par semaine, je dois tourner aux alentours de 80-90 heures semaine, et je sais que je pourrais pas le faire toute ma vie. Donc là, Ouais, bien sûr. pas mal de Ok. concessions, mais je sais Hmm. pourquoi je le fais. Et j'ai un objectif derrière, ce qui pousse à l'atteindre. Ouais. Après, il faut aussi prendre en compte que du coup, à partir du moment où tu vis de l'achat en vente, finalement, logiquement, du coup, tes chiffres, ils augmentent, que ce soit dans la partie accompagnement, que ce soit la partie achat en vente, que ce soit même la partie SaaS, et que logiquement, ça peut compenser, du coup, finalement, la perte de salaire que tu as, du coup, si tu arrêtes ton métier, quoi. Exactement. Oui, oui, ça va prendre en compte parce que je récupérerais bah, un 35 heures semaine que je pourrais vraiment réinvestir en termes de temps dans toutes ces activités-là. Donc je pense que je Ouais. pourrais à terme rattraper cette perte financière euh, liée au CDI. Ok. Et il y a beaucoup de gens, je pense, en tout cas, nous, on le voit sur le marché, qui ont à peu près ton âge, qui ont entre 25 et 35 ans, qui donc, du coup, ont fait quelques années déjà en CDI, même facilement parfois 10 ans, et qui se disent, ah, c'est un peu compliqué pour eux, et en tout cas, ça leur semble un peu chaud de pouvoir maintenant vivre de l'achat en vente, ou même faire un bon revenu complémentaire. Il y a pas mal de réticences par rapport à ça. Toi, est-ce que tu peux expliquer comment la transition elle s'est faite logiquement, ou de base, j'imagine que tu as découvert l'achat en vente un peu de manière classique, et là, maintenant, quelques années après, te dire, ok, là, c'est bon, je veux vivre de l'activité. Ouais, alors au début je faisais vraiment ça pour un petit complément de revenu. J'aimais bien un peu ce qui était le côté avoir mon auto-entreprise, avoir des revenus complémentaires. Je trouvais ça cool, mais jamais je me suis dit je vais en faire mon activité principale. Et c'était il y a à peu près un an. Ouais, je crois qu'on en avait parlé, mais je vous avais dit, voilà, je me suis donné un objectif, j'ai envie d'avoir une liberté géographique, d'avoir une liberté en termes de temps, de pouvoir gérer mon temps comme j'ai envie. Et pour ça, la solution, c'était vraiment de m'engager à 100% dans l'achat-revente et donc bah, de trouver des solutions pour vendre plus cher, euh, et en passant par l'achat-revente euh, essentiellement. Donc, trouver des marchés, me fournir facilement, faire des grosses marges, gros paniers moyens, parce qu'en termes de temps, j'étais limité aussi, donc forcément, je ne pourrais pas faire du volume. Et donc, bah, j'ai trouvé les marchés oubliés. Franchement, c'est monté assez vite. En soi, si tu investis du temps, si tu as un petit peu de capital de départ, tu peux très vite évoluer et atteindre tes objectifs. Et je pense que maintenant, une personne qui se dit, ok, je me mets dans l'achat-revente avec les bonnes méthodes, les bons process, en entre 3 et 6 mois peut y arriver. Ok, quand tu dis peut y arriver, c'est générer un bon revenu complémentaire ou un revenu principal? Déjà un bon revenu complémentaire, on va dire viser facile les 2000, 2005, 3000 de CA. Et à partir du moment où tu fais à peu près 3000 de CA régulièrement, tu peux envisager déjà, bah, tu te dis,
tu te dégages à peu près 1005 de bénéfices. Donc c'est de l'argent, en fait, tu peux, comme si tu avais un SMIC, quoi, un petit CDI que tu pouvais utiliser. Donc à partir de là, tu peux dire, ok, je peux envisager de vivre de cette activité. Sachant que derrière, il y a encore d'autres marchés que tu peux exploiter, le marché de luxe, etc., où tu vas pouvoir encore développer plus ton panier moyen et aller chercher les 5-10K par mois. Ouais, ouais. Donc franchement, il y a l'étape par étape. Et surtout, ce qui en ressort, c'est avoir quand même un panier moyen qui est important si tu veux augmenter ton taux horaire. Parce C'est qu'en ça. vrai, quand tu es au début, que tu as un métier, tu peux pas y consacrer 3-4 heures par jour. Donc le but, c'est que si tu peux y consacrer 30 minutes, 1 heure ou 2 heures par jour, bah, que ce temps-là, il soit bien mis à profit avec de bons produits. Et c'est pour ça justement qu'on parle de marchés oubliés, quoi. Ouais, mais c'est ça exactement. Bah, ce que je dis beaucoup en coaching, c'est que, ok, quand tu fais par exemple, du fournisseur, tu peux faire de gros chiffres, tu peux faire du 4000 de CA, en soi, un x2 en termes de marge. Mais derrière, quand tu remets à ton taux horaire, le temps que tu as investi entre passer les commandes, bah, les recevoir, traiter les commandes, trier ce qu'il y a à laver, laver, repasser, etc., et prendre les photos, c'est du travail à la chaîne. Quand tu remets au taux horaire, et bah, c'est pas forcément rentable en termes de charge, de temps passé, pour vendre des fringues où tu fais 10, 20, ouais, max peut-être 30 euros de bénéfices par article. Au final, c'est pas super rentable. Alors que quand tu commences les marchés oubliés, tu peux faire facile des 100 euros de bénéfices par article. Là, aujourd'hui, j'ai vendu 2 articles ce matin, des ballerines Alaya et un haut top Issei Miyake. J'ai fait 380 euros de chiffre d'affaires pour 235 de bénéfices en 2 ventes. Ouais, Et ça, bah, ça m'a demandé quoi en travail? Bah, quasiment rien. Puisque bah, c'est 2 articles. Les 2 articles, je les ai pris, je les ai mis, je les ai pris en photo. Et encore, c'est même pas moi qui a fait les photos. Et en soi, ça m'a pris à les acheter, les recevoir 10 minutes, à les mettre en vente, voilà. 15 minutes de ouais, donc du travail. coup, là, tu as un taux horaire qui est méga important. Et surtout que la plupart des gens qui veulent faire un revenu complémentaire, toi tu parlais de liberté géographique au début, Ouais. bah, tout le monde cherche un peu une certaine forme de liberté. Ce Hmm. que j'aime bien dire également si on appelle, ça peut être soit la liberté temporelle, de ne pas dépendre d'un patron, de pouvoir avoir sa propre activité, liberté géographique. Au début, là, tu m'as dit Malaisie, mais de base, c'était, je me rappelle, c'était projet de Thaïlande. Ouais, c'est ça. C'est 2026 ou 2027 Thaïlande, c'est ça? Le projet de base, quand je me suis dit il y a un an, j'ai envie de vivre de ça et de pouvoir voyager, découvrir des cultures, c'était projet Thaïlande 2027. Ok. Et bon, après, avec le temps, je me suis dit pourquoi pas faire un petit test. La Malaisie, bah, en termes de. Bah, voilà, en Thaïlande, juin, juillet, août, c'est pas la meilleure saison. En Malaisie, c'est mieux. Donc, je me suis dit, on va décaler sur la Malaisie. Et Après, ça coûte, hein. ouais, c'est à côté, mais tu vois, tu descends de 1000 km quasiment, entre Bangkok et Kuala Lumpur. Et le temps n'est pas tout à fait le même. Mais, dans tous les cas, tu vas faire les deux, non? Après, ouais. Parce qu'en vrai, autant qu'elle était en Malaisie, la plupart des gens, j'ai l'impression qu'ils vont en Asie, ils font, tu vois, la Thaïlande, la Malaisie, après ils vont en Indonésie, ce genre de choses. Ouais, mais dans le futur voyage, là, c'est un vrai premier test. Être, on va dire, résident à Kuala Lumpur pendant une grosse période. Pendant un mois et demi, je pense. Ok, parce que tu disais 3 mois au début. Ouais, et le reste après le reste, je vais peut-être aller voir à Singapour, tu vois, plus tranquille, visiter Langkawi, les îles Perhentians, tout ça. En Ça coûte plus en mode cher, détente. Singapour. Hein? Et Singapour, ça coûte grave cher. Ouais, mais ça, c'est juste un petit week-end kiff, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, le but, c'est de s'expatrier à terme, donc de vivre genre plus de 6 mois à l'étranger, ou de voyage, mais tu préférais vivre en France. Ça, je verrai, je pense, à l'issue des 3 mois. Là, c'est un vrai test pour voir si c'est une vie qui peut me plaire, me convenir. Ou alors, après, dans le but, j'aimerais bien faire du 6 mois, 6 mois, 6 mois en France, 6 mois à l'étranger. À chaque fois, découvrir des nouveaux pays. Et j'ai un projet là qui serait d'ici, je pense, 2027, 2028, partir 8-9 mois aux Philippines, entre chaque île. J'ai quelques contacts là-bas. Et 9, et 9 mois aux Philippines. ouais, pourquoi pas, ouais. Direct, Ok. en fait, c'est beaucoup d'îles, tu sais, t'es obligé de traverser chaque île. Donc, Ouais. si tu veux bien faire chaque île en détail. euh, Bah, si je dis pas de bêtises, c'est le pays qui a le plus d'îles. J'y suis allé une fois, on était allé avec Thomas. ouais, Si je me trompe pas, c'est le pays qui a le plus d'îles ouais, au c'est monde. ça. C'est ouf parce que du coup, tu peux pas dire je vais un mois et je fais tout. C'est Ouais, ouais, bien impossible. sûr. Donc, je me dis, si je veux vraiment profiter de ce pays, parce que c'est un pays qui me plaît, qui m'intéresse, je vois ça a l'air ouf. Donc vraiment le découvrir, je pense que partir sur comme ça et prendre bien le temps, bah 8-9 mois ça peut être intéressant. Ok.
toi, sur l'aspect achat-revente, ce qui t'a vraiment donné envie de vivre de l'achat-revente et tout ça, c'est vraiment la partie liberté géographique, de pouvoir te dire que bah, tu as quand même 28 ans et que donc, du coup, tu aimerais commencer à pouvoir voyager un peu partout dans le monde, surtout du coup en Asie, de ce que tu dis là, Mhm. et de pouvoir découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures et autres. Bah ouais, c'est ça, parce que de base, j'adore voyager. Mais en fait, Ok. bah, du fait du CDI, tu dois rendre des comptes, donc tu as on va dire 5 semaines de congés payés par an. Des fois, tu en as un peu plus selon le taf que tu fais. Et tu vois, je me dis travailler toute l'année pour partir 2 semaines en vacances dans un autre pays ou faire des petits week-ends par-ci par-là, bah, en fait, je trouve ça frustrant plus qu'autre chose. T'as pas le temps Ok, de c'est découvrir à bien, fond. mais tu pourras avoir mieux, quoi. Ouais, c'est ça, je me dis c'est super cool, c'est génial, j'aimerais faire ça plus, mais je suis bloqué par en fait bah, ce qu'on t'impose en France et t'as pas cette liberté du coup de dire bah là je pars un mois, je m'en fous. Là j'ai envie Ouais. de le faire. Donc c'est vraiment ce qui m'a motivé. Et puis après il y a d'autres projets qui se mêlent un peu à ça, dans l'immobilier, j'aimerais acheter une maison en France. Et comme ça, le temps où je suis pas là, je la mets en location, style meublé, choses comme ça. Et quand je reviens, bah, j'ai ma maison aussi. Et Ok. Donc c'est avoir cette liberté-là de pouvoir voyager un petit peu où tu veux, de pouvoir être en France si tu le souhaites ou non, et après de voir si les plusieurs mois que tu vas faire là en Malaisie et globalement en Asie, c'est quelque chose qui va te plaire pour peut-être t'expatrier ou non d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux ouvrir plein de portes et ne pas enfermer. Ouais, Tu te dis, ok, bah ça, je verrai, je vais tester, je vais voir. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît ou non? Et après, t'ajustes. Et t'as pas de truc fixe où t'es obligé de faire ça. Par exemple, là, je vais en Malaisie, j'ai rien organisé plus ou moins. Je sais juste que je vais à ok, Kuala Lumpur pendant un certain temps et après, je verrai sur place en fonction des rencontres, de ce qu'on me propose. On va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Je me fixe ok, pas d'objectif précis une fois sur place. ok. En vrai, moi pour avoir fait Bangkok et Kuala Lumpur, je pense que je préfère Bangkok quand même. Ah ouais? Kuala Lumpur, tu fais vraiment vite fait le tour, hein. Ouais, C'est après, Bangkok, c'est. c'est beaucoup de choses à faire. Dans l'idée, enfin, je vais pas là-bas pour vraiment visiter au début. C'est vraiment dans l'idée de me focus sur toutes les activités, Ouais, d'avoir le temps et d'un peu, bah, tu vois, de découvrir un peu les gens autour, euh, vraiment de m'isoler et de me concentrer vraiment que sur cette activité-là. Et après, bien sûr, un mois et demi où j'irai voir un peu ailleurs, les îles, la jungle, faire des activités, etc. le truc le plus chiant, c'est que du coup, pour le décalage horaire, ça veut dire que tu auras genre, je crois que c'est quand on est en heure d'été, tu as 6 heures de décalage, 6 heures, ouais. et je crois qu'en heure, tu as 7 heures de décalage. 6 heures. Donc, par exemple, j'ai calculé, moi, bah, par exemple, pour les coachings ou tout ça, je serai obligé de commencer à 15 heures à peu près. Parce qu'il sera 9 heures en France. Ouais, Donc, je bosserai sur les coachings et tout ça de 15 heures à minuit, par exemple. Et ouais, comme ça, en France, il sera de 9 heures à 18-19 heures. Bon, ça me laissera quand même du temps, mais je suis obligé de m'organiser, de décaler comme ça. Du coup, je me suis dit, bah, moi, le matin, quand je vais me lever vers 7-8 heures, ça me laissera du temps aussi pour faire mon sport. Tu vois, petit footing. Euh, après, si tu finis de travailler à minuit, ça m'étonnerait que tu te lèves le temps que tu prennes une douche, tout ça. Je pense pas qu'à 7 heures tu serais réveillé en Malaisie, hein. Moi, en tout cas, c'est ce que je pensais quand on était ensemble, enfin, quand j'étais avec des potes à moi, Thomas et tout en Asie. Franchement, on se levait genre à 11 heures ou midi. Par contre, on se couchait genre à 1 heure ou 2 heures ou 3 heures parfois. Après, bah, c'est ça aussi. Je vais voir en étant sur place. Je peux pas le dire avant sans l'avoir vécu. Ouais, Mais oui, je pense que de toute façon, bah, moi j'ai l'habitude de me coucher à on va dire minuit heure française et de me lever à 6h30 parce que je vais à mon ok, CDI, donc j'ai l'habitude. Là, ouais. j'aurais plus forcément de contraintes de me dire, ouais, faut que je me lève pile à cette heure-là. Donc, ça, c'est des choses que je verrai sur place. Mais bon, j'aimerais bien créer quand même une petite routine Bien sûr. Ok. sport et. Ouais. Un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on puisse parler également, c'est ton outil Resale Manager. Tu en as parlé un petit peu au début du podcast. Ouais. Est-ce que du coup tu peux expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Qu'est-ce que ça apporte du coup à des revendeurs? À qui c'est adressé? À quel type de revendeur? Globalement, présenter un petit peu ton outil et comment ça fonctionne. Ouais. Alors, Resale Manager, c'est venu tout simplement d'un besoin personnel. Je faisais bah, tout ce qui était ma gestion de stock, comptabilité, via un Excel basique. Mais je trouvais pas ça très efficace. Je perdais pas mal de temps en fonction de chaque mois, recréer un tableau, recompter, trouver quel article, etc. Peu d'automatisation. Et donc je me suis dit, tiens, bah, j'ai quelques connaissances en informatique. J'ai fait un BTS informatique à l'époque.
Donc j'ai quelques notions, j'ai fait du référencement web aussi, j'avais fait des formations à l'époque, donc je touche un petit peu à tout, j'avais déjà créé des sites, et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas te lancer dans ça peut te servir à toi, et j'ai commencé. Ça a bien marché au début pour moi personnellement, donc je l'ai développé, je me suis dit, mais si ça marche bien pour moi, pourquoi pas essayer de le développer et de le proposer à d'autres. Et donc, bah, du coup, je me suis dit, bah écoute, dans l'accompagnement, tu as beaucoup d'élèves, tu en as beaucoup qui débutent ou qui font pas du tout de gestion, de stock, de comptabilité, et donc, pourquoi pas leur proposer. Donc j'ai commencé comme ça, je leur ai proposé gratuitement, ils ont testé, j'ai eu des retours bon, en mode bêta, puis j'ai optimisé au fur et à mesure, et puis là, je suis arrivé sur une version pas finale, mais qui marche très très bien, et j'ai pas mal d'utilisateurs qui sont plutôt contents. L'objectif, ça va être de développer tout ça. Je pense que je vais avoir besoin d'un développeur à l'avenir bah, pour m'aider parce que, bah, comme je dis, je manque de temps, donc ça avance très très lentement. Mais dessus, tu peux faire tout ce qui est gestion de stock, vraiment détaillé, poussé, avec beaucoup de KPI pour suivre à peu près ta rotation, ton panier moyen, en combien de temps t'es livré, on va dire si c'est Vinted Go, Mondial Relais qui livre le plus rapidement, des choses comme ça, tu as vraiment beaucoup de KPI, quel type de catégorie tu vends mieux, quel type de marque, celle qui te rapporte le plus de bénéfices, tu as vraiment beaucoup de data. Derrière aussi, tu peux faire du traitement, de gestion de commandes fournisseurs avec tes fournisseurs. Tu peux créer des fournisseurs, des SKU par commande, et tu peux tout analyser comme ça. Tu peux savoir vraiment quel fournisseur est le plus rentable, a les meilleures pièces, et du coup savoir vers qui tu vas te tourner à l'avenir. Il y a une partie objectif aussi, où tu peux te donner des objectifs mensuels en termes de CA, de nombre de ventes. Il y a vraiment pas mal de choses pour augmenter ta marge. Donc plein de choses qui vont te pousser à euh, t'améliorer les points où tu pêches. Donc il y a des alertes aussi s'il y a des articles qui dorment, etc. Il y a toute une partie aussi, quand je dis avec les objectifs, je sais pas s'il y en a, ils vont reconnaître, mais un peu en mode passe de combat sur les jeux. En fait, tu vas Ah ouais, débloquer, tu vas gagner des points et de l'expérience. Avec ces points-là, tu vas pouvoir débloquer des avantages, surtout en termes de remise sur l'abonnement. Et ok, également, tu vas passer des niveaux qui vont te débloquer d'autres fonctionnalités sur le site. ok. Il y a des parties aussi classement, comme ça tu peux te voir par rapport aux autres comment tu vends, etc. niveau évolution. Et tu as aussi une grosse partie que j'ai fait récemment là sur les litiges Vinted. Donc en fonction de n'importe quel litige, t'as une IA derrière et tu lui expliques le litige, tu coches des cases et il va te dire exactement quoi faire pour résoudre ce litige. Ok. Donc plus, Donc du coup, finalement, tu as essayé un peu de gamifier le SaaS pour le rendre un peu du coup collaboratif, que les gens du coup ils puissent voir un petit peu où ils en sont rendus, que les gens ils puissent également se pousser vers le haut avec les systèmes de classement, ce genre de choses quoi. ouais, c'est ça, c'est vraiment l'objectif de se motiver, d'avoir un intérêt à toujours essayer de s'améliorer, trouver aussi les éléments où tu pêches un peu. Si t'as pas une bonne marge, par exemple, bah ça va te le dire. Tu vois, tu marges à 38%, bah s'il y en a, c'est ça. Ils pensent gagner de l'argent, mais au final, quand ils mettent leurs bénéfices marge derrière, il y a il y a l'URSSAF, etc., CFE, bah en fait, tu vois que tu gagnes rien. Et Ouais. ça, c'est important de le regarder, de l'analyser et de pas vendre à l'aveugle. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça encore, ils pensent gagner de l'argent, au final, quand tu mets leur taux horaire, plus toutes les charges derrière et leur marge faible, bah tu gagnes rien. Tu penses gagner, mais voilà. Donc c'est plein de choses qui sont là pour suivre ton activité, vraiment globale et détaillée si tu veux. Pour l'instant, Ok. il y a aucun Donc, risque ouais, de ban, rien n'est relié avec Vinted pour l'instant, donc il n'y a aucun risque de ban aussi. ok. Donc vraiment pour un revendeur Vinted, peu importe son niveau finalement, enfin, parce qu'un minimum de chiffres, mais vraiment avoir des données, des KPI comme tu disais, pour que vraiment il sache exactement ce qu'il doit améliorer, qu'il puisse avoir une vision un peu globale de son activité et qu'il puisse ensuite derrière faire les bons choix en termes de choix de produits, en termes d'ajustement, d'optimisation, ce genre de choses quoi. C'est ça. Vraiment voir là où tu peux pêcher et essayer d'améliorer bah, ta gestion de stock. Si tu as des articles qui traînent depuis un moment, tu vas recevoir des alertes. Tout est fait pour que tu aies une boutique vraiment la plus saine possible et que tu n'aies rien qui traîne de trop, que tu augmentes tes objectifs, ta marge, ton bénéfice, ton chiffre d'affaires, que tu arrives à récupérer, à voir ce qui marche le mieux, ce que tu arrives le mieux à le vendre pour le répéter et dans le but d'augmenter ton activité, quoi. Ok, très bien. Donc ouais, effectivement, que
tu puisses aller chercher des résultats plus importants. Ça, tu le conseilles qu'on sache, tu penses qu'il s'adresse plutôt à quel type de revendeur en termes de peut-être de profil, des personnes qui font déjà un peu d'argent, à quel moment c'est intéressant de pouvoir l'utiliser et autres. En fait, j'essayais qu'il soit accessible à tout le monde. Dans le sens, il y a Ok, des fonctionnalités très basiques où tu vas juste pouvoir ajouter tes quelques articles, deux, trois articles, et les vendre et voir juste ton bénéfice. Après, j'essaie de faire des choses beaucoup plus poussées en termes d'analyse. Et ceux qui font par exemple que du fournisseur, il y a une partie commande fournisseur où ils vont pouvoir traiter leur commande fournisseur indépendamment et voir exactement le suivi de chaque commande fournisseur et après le suivi global. Il y a également, tu vas pouvoir, si tu as plusieurs boutiques, par exemple, une Le Bon Coin, trois Vinted, tu peux les séparer et créer plusieurs boutiques et assigner des vêtements à cette boutique-là. Après, tu peux comparer tes boutiques pour voir lesquelles sont les plus fonctionnent le mieux, celles où tu fais le plus de marge, bénéfices, etc. Comme ça, tu sais ce qui fonctionne le mieux ou non. ok. En vrai, ce qui est cool malgré tout, c'est que comparé à l'achat-revente il y a 2, 3, 4, 5 ans, il y a quand même de plus en plus de SaaS, d'outils comme ça qui permettent de pouvoir vraiment avoir une belle activité. Et effectivement, ce qui est cool aussi, c'est que du coup, toi, cet outil-là, tu l'as créé d'abord par rapport à un besoin personnel. Ouais, Et donc, du coup, bah, en fait, toi-même, en tant que revendeur, tu sais très bien les problématiques que les gens ont, enfin que toi, tu as, donc les gens, globalement, ont sur ce marché-là, et que du coup, tu peux leur apporter en termes de solutions, quoi. exactement, j'ai fait dans le sens-là. En fait, j'ai pas fait un outil pour faire un outil, j'ai fait un outil qui va vraiment être là pour aider le plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai pas du tout regardé ce qui pouvait se faire sur le marché. J'ai jamais utilisé d'autres outils. Mais j'ai demandé aux utilisateurs, donc les bêta-testeurs, donc beaucoup des membres de l'accompagnement, de l'utiliser et de derrière de me donner des retours de ce qu'ils voulaient voir dessus. Et du coup, en fonction de ces avis-là, j'ai essayé de mettre en place tout ce qu'ils me demandaient pour que ce soit un outil vraiment fait et moulé pour tout ce qui est revendeur, quel que soit leur niveau. Là, si je voudrais aller plus loin, ce serait vraiment une gestion beaucoup plus profonde pour ceux qui font énormément de volume. Et du coup, ce serait vraiment une gestion de SKU, peut-être mettre des codes barres, des choses comme ça par commande, pour vraiment ceux qui font du gros volume, tout ce qui est partie de délégation aussi. Pardon. Euh, Par exemple, imaginons que tu as deux trois employés, et bah, qu'ils aient accès à ton outil et qu'ils peuvent mettre par exemple toutes les annonces qu'ils ont mis, s'il y a des colis à récupérer, tout ça, ça serait vraiment une grosse partie pour plus tard. Et d'ailleurs, moi je le fais avec la personne avec qui je délègue, c'est-à-dire qu'elle a un accès juste à ma boutique. Elle peut juste ajouter des articles, les modifier, mais elle n'a pas accès à tout le reste. Donc ça, c'est quelque Ok, chose, par exemple, moi, elle reçoit des articles, elle met les SKU et elle se gère, elle s'autogère. Donc il y a beaucoup de. ok. Comme ça, tu peux mettre finalement un peu comme si tu avais des rôles, genre tu as l'administrateur, et après tu as des rôles différents, comme ça tu peux choisir en fonction des personnes à qui tu donnes des accès, quoi. C'est ça exactement. Donc tu as l'administrateur de ton compte, il a accès aux trois comptes, et par exemple, si toi tu gères le compte principal et tu délègues à deux personnes qui vont gérer tes deux seconds comptes, et bah du coup ils auront le visuel que de ces comptes-là. Euh, donc après c'est à réfléchir encore, mais c'est ce que je vais faire par la suite, je pense. Ok, très bien. Donc du coup, quand tu auras plus de temps à pouvoir y consacrer, et que tu pourras vraiment passer du temps dessus, quoi. Ouais, exactement. Donc bon, ça arrivera pas tout de suite, et je pense que je vais avoir besoin d'aide d'un petit dev d'ici quelques mois. Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le point du coup par rapport à la partie Resale Manager. Ouais. Est-ce que tu as d'autres points que tu souhaiterais qu'on puisse aborder durant ce podcast-là, par rapport à l'achat-en-vente, par rapport à ton outil, par rapport à d'autres points? Non, je pense qu'on a fait le tour niveau global de tout ce qu'on peut faire. Si par la suite je devais aller sur un marché, j'en ai déjà parlé rapidement, mais c'est le marché du luxe que Ouais, je fais pas encore, tout ce qui est maroquinerie de luxe, qui vraiment, je pense que pour monter d'un niveau encore derrière, est vraiment intéressant une fois qu'on a bien compris les marchés oubliés, qu'on a un business qui tourne, et quand on veut aller plus loin encore pour aller chercher des 5-10K par mois, je pense que c'est essentiel d'aller sur ce marché-là, tout en gardant le même taux horaire. Enfin, ouais, et même puis même pouvoir l'augmenter finalement, si tu as un besoin pouvoir qui est encore l'augmenter, plus ouais. important. Mais pour Ok, voir plus loin, je pense que ouais, c'est la suite logique, en tout cas sur l'achat-revente, pour pas être non plus esclave de son achat-revente, on va dire. ouais, dans tous les cas, je pense qu'au fur et à mesure, il faut que augmenter le panier moyen. En tout cas, si tu, je pense que c'est soit tu augmentes ton panier moyen et du coup tu restes avec une petite équipe, soit du coup tu as un panier moyen qui est pas très important, mais dans ce cas-là, tu vas faire beaucoup de volume et tu es obligé du coup, par définition, de déléguer, d'avoir soit des freelances, Ouais, soit de recruter des salariés ou autres. Et là, du coup, tu te trouves quand même avec beaucoup de charges. c'est ça. Quand tu Et vas là, tu chercher te des crées. bébés, soit un local ou autre.
tu te crées des problématiques, tu dois passer en société, plein de choses comme ça qui font que... En fait, de base, tu fais un petit revenu complémentaire ou un revenu principal pour avoir une certaine forme de liberté. Et je pense que d'un autre sens, tu quand même commences à t'enfermer dans un truc Ouais, où c'est tu as des gens à gérer, etc., etc. Si tu prends un local, tu n'as plus trop cette liberté géographique non plus du tout que tu voulais peut-être avoir au préalable. Donc l'idée, c'est peut-être de retrouver effectivement un entre-deux et peut-être après miser sur d'autres business, d'autres activités, quoi. exactement. Parce que comme je dis, c'est pour ça que je veux pas mettre tout dans le même panier, c'est pour ça que j'essaie de voir un peu partout d'autres activités pour essayer d'avoir plein de sources de revenus. Imaginons pour X raison, demain, bah, je fais un resale manager, demain, pour X raison, je sois plus coach ou j'arrête l'achat-revente. Il faut que j'arrive à avoir d'autres sources de revenus pour continuer à faire ce que j'ai envie. Ok, génial. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Dans tous les cas, vous aurez le lien directement de Reset Manager et même du compte Instagram, de Hugo, etc. directement dans la description si vous souhaitez aller voir. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires ou autres, n'hésitez pas à écrire aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour nous faire savoir que vous avez bien aimé le podcast. Et puis en tout cas, je te remercie Hugo. Bah, Et, merci à toi Mathias pour l'invitation, c'était cool. top. Bah écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. Et on se dit à la prochaine.